Depuis les steppes gorgées de soleil jusqu'au tunnel souterrain de Kiev, il existe un chemin qu'il faut parcourir lentement, pas à pas, pour vraiment comprendre ce qu'est l'Ukraine. Dans son édition spéciale du début de l'année 2026, le magazine National Geographic a écrit cette phrase qui a marqué les esprits. L'Ukraine n'est plus un point chaud sur la carte géopolitique du monde. Elle est devenue l'épicentre d'une renaissance culturelle, le symbole de l'énergie la plus vibrante de ce siècle. Pendant des années, le monde entier a regardé ce pays à travers le prisme des pertes humaines, des cartes rouges qui s'étendent et des sirènes d'alerte aérienne qui déchirent la nuit. Mais derrière les ruines se cache une nation plus vaste que la France, une histoire plus ancienne que celle de l'Angleterre et un esprit national que rien n'a jamais réussi à briser. On me demande souvent ce qu'il reste de l'Ukraine aujourd'hui. Je réponds toujours la même chose. Tout. Il reste tout. Et pour le comprendre, il faut se mettre en route, suivre le fil d'un voyage qui commence là où tout commence toujours, sous nos pieds. Car il existe en Ukraine un trésor qu'on n'a nul besoin d'extraire des profondeurs de la terre. Il repose juste là, sous le talon de celui qui marche. Façonné pendant des millénaires par l'accumulation des herbes de la steppe dans ce climat si particulier, ce sol renferme un taux d'humus qui varie de 3 à 15%. Il est poreux comme une miche de pain fraîchement sortie du four. Il retient l'eau comme une éponge. Et il est si riche qu'on dit en plaisantant qu'il suffit de planter un bâton dans cette terre noire pour le voir fleurir dès le lendemain. L'Ukraine détient près d'un quart des réserves mondiales de tchernosium, cette terre noire légendaire. Et c'est bien pour cela qu'on l'appelle le grenier à blé de l'Europe. Mais cette fertilité a toujours été une malédiction autant qu'une bénédiction. Des armées mongoles du Moyen-Âge aux empires des 2 guerres mondiales, tous ont convoité cette terre généreuse. Pourtant une terre, aussi riche soit-elle, n'est jamais qu'une terre sans le lait nourricier qui la fait vivre. Et ce lait, en Ukraine, porte un nom, le Dniepr. Vu depuis un satellite, le Dniepr ressemble à un immense dragon vert qui serpente et traverse le pays du nord glacé jusqu'au sud, où le soleil se noie dans la mer Noire. Suivons-le, car c'est lui qui trace la route de ce voyage. Dans l'Antiquité, lorsque les explorateurs grecs remontèrent son embouchure pour la première fois, ils le baptisèrent Borysthène, le fleuve venu du nord. C'est là qu'ils fondèrent des cités-États prospères comme Olbia, où la poterie grecque s'échangeait contre le blé et le miel des steppes. Au Moyen Âge, le Dniepr devint le cœur d'une route légendaire, celle qui menait des Varègues aux Grecs. Les puissants guerriers vikings venus du nord de l'Europe descendaient ce fleuve à bord de longs dracars, chargés de fourrures et d'ambre, en route vers la splendeur de Constantinople et de l'Empire byzantin. C'est sur les méandres de ce fleuve que la force du Nord et la sagesse du Sud se sont mêlées pour façonner l'identité du premier État de la Russe de Kiev. Plus tard, les rapides traîtres du fleuve devinrent le refuge des guerriers cosaques qui choisirent cette barrière naturelle pour protéger leur mode de vie libre et indépendant. Le courant du Dniepr n'a pas seulement charrié du limon pendant des millénaires,
Il a construit, patiemment, l'une des entités politiques et culturelles les plus brillantes de toute l'Europe de l'Est. Et là où ce fleuve serpente entre des collines vertigineuses se trouve le cœur battant de la nation. Cet endroit s'appelle Kiev. On surnomme Kiev la mère des villes. Du 9e au 12e siècle, elle fut la capitale de la Russe de Kiev, un État vaste et puissant, l'ancêtre commun de l'Ukraine, de la Biélorussie et de la Russie actuelle. À son apogée, Kiev comptait parmi les villes les plus grandes et les plus civilisées d'Europe, plus vaste encore que Londres ou Paris à cette époque. La légende raconte que la ville fut fondée à la fin du 5e siècle par 3 frères, Ki, Shchek et Koriv, ainsi que par leur sœur Libide. Elle prit le nom de l'aîné, Ki. En 988, le prince Vladimir le Grand décida d'introduire le christianisme à Kiev. Il ordonna à tout le peuple de descendre vers les eaux du Dniepr pour y recevoir un baptême de masse. Mais en 1240, la ville fut attaquée et presque entièrement rasée par l'armée mongole. Affaiblie, elle perdit son statut de centre politique et tomba pendant des siècles sous la domination du Grand-Duché de Lituanie puis de la Pologne. Durant la Seconde Guerre mondiale, Kiev subit des pertes terribles lors de l'un des plus grands sièges de toute l'histoire militaire. La ville reçut ensuite le titre de ville-héros en hommage à la résilience de son peuple et de ses soldats face à l'Allemagne nazie. Continuons notre chemin vers le cœur même de la cité, là où se dresse la cathédrale Sainte-Sophie. Construite il y a plus de 1000 ans, elle fut conçue pour rivaliser avec les plus célèbres églises de Constantinople. De l'extérieur, elle ressemble à un somptueux palais blanc et or. Mais en franchir le seuil, c'est comme être transporté au cœur du Moyen-Âge. On y découvre 13 coupoles, symbolisant le Christ et ses 12 apôtres, et des mosaïques composées de millions de fragments de verre déclinés en 177 nuances différentes. La plus célèbre d'entre elles est cette mosaïque de la Vierge Marie, haute d'1,80 m, qu'on appelle le mur inviolable. La légende dit que tant que ce mur tiendra debout, Kiev ne tombera jamais. Et même lorsque la ville fut brûlée par des envahisseurs ou ravagée par la guerre, ce mur, lui, est toujours resté intact. On pourrait presque dire que Sainte-Sophie fut le tout premier réseau social de la ville. Les chercheurs y ont retrouvé plus de 7000 graffitis gravés dans la pierre, les voix d'hommes et de femmes ordinaires qui y ont laissé leurs prières et leurs histoires. Pas loin de là se dresse la laure des grottes de Kiev, dont l'histoire remonte à 1051. Au lieu de bâtir de somptueuses tours, les tout premiers moines creusèrent tout simplement des trous dans la terre pour y vivre et y prier. Au fil des siècles, ces trous devinrent un immense labyrinthe de tunnels souterrains. On y avance dans des couloirs étroits et glacés, éclairés par la seule flamme tremblante d'une bougie de cire d'abeille, en passant devant plus de 120 saints dont les corps, naturellement momifiés, n'ont pas connu la décomposition depuis des siècles. Pendant des générations, des pèlerins ont parcouru des milliers de kilomètres à pied pour venir visiter cette Jérusalem du Nord et ressentir ce mystère de leurs propres yeux.
Dès le XVIIe siècle, les moines y installèrent l'une des toutes premières presses à imprimer de la région. Alors que le reste du monde sombrait dans le chaos, ici, on écrivait des livres, on cultivait le savoir, on gardait vivante la langue et la culture locale. Redescendre maintenant, littéralement, au cœur de la ville moderne. À 105 mètres sous terre se trouve la station de métro Arsenalna, qui détient le record du monde de la station la plus profonde. Pour atteindre son hall, il faut emprunter 2 escalators consécutifs, un trajet qui dure près de 5 minutes. Pourquoi creuser si profond ? Pour permettre à la ligne de fonctionner sans être perturbée par le relief escarpé du terrain, les ingénieurs soviétiques durent percer des couches d'argile et de roches dures pour installer la station au cœur même de la colline. Pendant les années les plus tourmentées de l'histoire récente, cet ouvrage d'ingénierie s'est transformé en un immense abri. À une profondeur que ni les bombes ni les balles ne peuvent atteindre, une autre vie s'est mise à fleurir. On y trouve encore de petits cafés dont les lumières restent allumées près des entrées, des flots de gens qui se croisent sur les escalators, certains plongés dans un livre, d'autres perdus dans leur musique, tous emportés par ce rythme trépidant et fragile à la fois. Mais pour vraiment comprendre l'Ukraine, il faut dépasser les gros titres et aller chercher au plus profond du code génétique de son peuple. Et cela commence par un simple fil de coton. La Vychivanka n'est pas une simple chemise traditionnelle. C'est un talisman sacré, un code transmis à même la manche. Chaque point, chaque motif géométrique, chaque éclat de rouge et de noir raconte une histoire. Pour l'âme ukrainienne, ces motifs sont des boucliers contre le malheur et des prières pour une longue vie. Et chaque région a la sienne, différente, unique. Au mois de mai, le jour de la Vychivanka, les rues du pays se transforment en un océan d'art vivant. Bien avant que les premières cathédrales ne s'élèvent à Kiev, les Ukrainiens gravaient déjà des prières sur des coquilles d'œufs, à l'aide de cire d'abeille et de teintures éclatantes. Ce n'est pas un simple ornement, c'est un art de la protection à part entière. On croyait qu'une pisanka joliment façonnée pouvait protéger un foyer du feu ou une famille du deuil. Dans la ville de Kolomia se dresse d'ailleurs un musée en forme d'œuf géant, un monument dédié à cet art délicat qui transforme une coquille fragile en symbole de vie éternelle. Si l'on tend l'oreille, on peut encore entendre le fantôme d'une mélodie. Elle vient de la bandoura, cet instrument majestueux qui peut compter jusqu'à 65 cordes, à mi-chemin entre le luth et la harpe. Il y a des siècles, des bardes aveugles appelés kobzars parcouraient les routes poussiéreuses de la steppe, leurs doigts dansant sur les cordes, tandis qu'ils chantaient les épopées des Cosaques. Ils étaient les gardiens de la mémoire nationale. Bien que des empires aient tenté à plusieurs reprises de faire taire la bandoura, ces notes résonnent encore aujourd'hui, portant en elles les triomphes et les tragédies d'un peuple qui a toujours su trouver sa voie dans la musique. Puis vient le solstice d'été,
et avec lui l'électricité mystérieuse de la nuit d'Ivan Kupala. Cette nuit-là, les frontières entre le monde des vivants et celui des esprits s'effacent. Les jeunes filles tressent des couronnes de fleurs sauvages et les confient aux eaux sombres des rivières, guettant dans le vacillement des lanternes les signes du véritable amour. Les couples, main dans la main, sautent par-dessus de hauts feux de joie. La tradition veut que si leurs mains restent unies au milieu des flammes, leur amour saura résister à toutes les épreuves. Je me demande d'ailleurs si, quelque part en France, il existe encore des rituels aussi simples et aussi habités de sens pour sceller une promesse amoureuse, ou si nous les avons peu à peu laissés s'éteindre. Et puis enfin, on touche à la source même de cette résilience légendaire, l'esprit cosaque. Les guerriers de la Setch Zaporog, reconnaissables à leur oseledette, cette longue mèche de cheveux sur un crâne rasé, et à leurs larges pantalons flottants, étaient les chevaliers de la steppe. Des hommes qui ne répondaient à aucun roi et plaçaient la liberté au-dessus de leur propre vie. Cet héritage cosaque est le socle même de l'Ukraine moderne, la détermination dans leurs mâchoires serrées, le feu dans leurs regards. Ici, la culture ne se conserve pas sous une vitrine, elle se porte, elle se chante, elle se peint, et parfois, elle se défend au prix du sang. Il est des vies dans l'histoire qui portent à elles seules le poids d'une nation entière. Si l'Amérique a eu Abraham Lincoln, l'Ukraine, elle, a eu Taras Shevchenko. Né en 1814, il était serf, propriété d'un grand propriétaire terrien. À 24 ans, son talent artistique stupéfia les plus grands maîtres de Saint-Pétersbourg et un mouvement sans précédent se mit en marche pour lui. Le célèbre peintre Karl Brioulov peignit un portrait qui fut mis aux enchères pour 2500 roubles d'or afin de racheter la liberté du jeune Taras. À cette époque, la langue ukrainienne était méprisée, sans la moindre place dans la littérature ou la philosophie. Et pourtant, en 1840, la parution de son recueil de poèmes, le Kobzar, bouleversa tout. Il n'écrivait ni sur le luxe, ni sur la vanité. Il écrivait dans la langue de la terre, celle des mères serves qui souffraient, celle des guerriers cosaques qui rêvaient de liberté. Il transforma les lamentations en appels vibrants à se soulever. Il éleva la langue ukrainienne du langage des chants jusqu'au rang d'une langue littéraire raffinée, tranchante et puissante. On dit encore aujourd'hui que les Ukrainiens n'ont peut-être pas toujours eu de pays sur la carte, mais qu'ils en ont toujours eu un dans le Kobzar. Les autorités tsaristes redoutaient Shevchenko plus que n'importe quelle rébellion armée. Elles l'exilèrent vers les rives poussiéreuses de la mer Caspienne, avec un ordre d'une cruauté absolue, interdiction d'écrire, interdiction de dessiner. Mais dans l'obscurité de sa prison, sous une surveillance constante, il continua malgré tout à cacher de petits morceaux de papier dans ses bottes pour écrire. Il n'écrivait pas seulement pour lui-même, mais pour une Ukraine qu'il savait, envers et contre tout, destinée à se relever un jour. Avant de mourir, il laissa derrière lui le poème Zapovit, ce testament que chaque enfant ukrainien connaît aujourd'hui par cœur. Quand je mourrai, enterrez-moi dans les vastes plaines,
sur la terre bien-aimée de la mère Ukraine. Puis levez-vous et brisez vos chaînes. Aujourd'hui, des statues de Taras Shevchenko se dressent aux quatre coins du monde, de Kiev à Washington, du Brésil au Canada. Non parce qu'il fut un homme politique, mais parce qu'il a appris aux Ukrainiens à relever la tête dans leur propre langue maternelle. Et quand, dans les jours les plus sombres de leur histoire, les Ukrainiens enfilent la Vychivanka et récitent ces vers, ils savent qu'aussi longtemps que résonnera la voix de Shevchenko, cette nation tiendra debout. Poursuivons maintenant notre route vers l'ouest, là où le souffle des grandes forêts commence à emplir l'air. Les Carpates sont les plus grands poumons verts de l'Ukraine, et les conquérir commence toujours par lever les yeux vers le mont Overla. Culminant à 2000 mètres, c'est le toit du pays. Niché à une altitude de près de 1000 mètres, les eaux vert émeraude et cristallines du lac Sinevir évoquent un immense saphir. Vue d'en haut, la petite île qui repose en son centre ressemble étrangement à une pupille, ce qui lui a valu le surnom d'œil de la mer. Les habitants racontent encore l'histoire tragique de la jeune Sine et du bûcheron Vir, et disent que les eaux du lac ne sont rien d'autre que les larmes versées par Sine, pleurant son amour perdu. Si l'on s'y aventure au mois de mai, il faut absolument voir la vallée des Narcisses blancs, ce miracle géologique qui pousse cette fleur, d'ordinaire réservée aux hautes altitudes, à fleurir dans les basses terres près de la ville de Koust. C'est alors une mer entière de blanc pur, exhalant un parfum enivrant sous le soleil du printemps. Et plus loin, au cœur des forêts primaires de hêtres et de chênes classées à l'UNESCO, les derniers pans de forêt d'Europe encore vierges de toute empreinte humaine, règne un monde animal d'une puissance rare. C'est le territoire de l'ours brun, le véritable roi des Carpates. Malgré une masse pouvant atteindre 400 kg et des muscles impressionnants, ce sont des animaux farouches et solitaires qui passent l'automne à accumuler patiemment des réserves de graisse avant de se retirer dans des tanières profondes, sous les vieux chênes, pour hiberner. Là où l'ours incarne la force, le lynx boréal, lui, est un véritable fantôme. Avec ses touffes de poils noirs sur les oreilles, comme de petites antennes réceptrices, et ses larges pattes semblables à des raquettes à neige, il glisse à travers le brouillard sans le moindre bruit. On l'aperçoit rarement, mais croyez-moi, depuis quelque anfractuosité rocheuse, son regard perçant est probablement déjà posé sur vous. Sur les pentes, le hurlement du loup gris résonne comme une symphonie nocturne. Ce sont de fins stratèges qui vivent selon un ordre social strict, parcourant chaque nuit des dizaines de kilomètres pour défendre leur territoire. Et tout là-haut, dans le ciel, l'aigle royal, dont l'envergure dépasse les 2 mètres, profite des courants d'air chaud pour tournoyer en maître incontesté de cette immensité. Plus remarquable encore, le retour du bison d'Europe. Ces géants d'une tonne, autrefois au bord de l'extinction, pèsent aujourd'hui paisiblement sur les hauts pâturages de montagne. Chaque été, quand la neige fond enfin, les bergers mènent leurs troupeaux de moutons vers ces alpages, menant une vie solitaire au milieu des nuages, dans des cabanes en bois qui embaument la résine de pin. Et quand tombe le crépuscule, le son du trambita,
le corps des montagnards résonne dans la vallée. Long de 4 mètres, cet instrument de bois ne produit pas seulement des mélodies majestueuses, il relie aussi les sommets entre eux. Son écho porte sur des kilomètres, annonçant une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, ou simplement un salut entre ceux qui ont choisi de vivre au plus près du ciel. Redescendons maintenant vers la petite ville ukrainienne de Klevan, où se trouve un endroit qui n'a été dessiné ni par un architecte, ni par un jardinier. C'est une cathédrale vivante, faite de branches et de feuillages, l'un des paysages les plus romantiques qu'on puisse contempler. Et son véritable jardinier, curieusement, est un train de marchandises. 3 fois par jour, un convoi traverse ce tronçon de près de 8 km pour livrer du bois à une usine voisine. En passant, les lourds wagons de fer viennent frôler les arbres, sculptant peu à peu les branches en une arche parfaite et resserrée. Pendant la guerre froide, l'armée aurait planté ces arbres serrés et denses pour dissimuler des voies ferrées secrètes aux regards indiscrets. On voulait un camouflage pour déplacer du matériel discrètement, et l'on a fini, sans le vouloir, par offrir au monde un chef-d'œuvre. Aujourd'hui, on l'appelle le tunnel de l'amour. Une vieille légende raconte que si 2 amoureux, sincèrement épris l'un de l'autre, traversent ce tunnel ensemble en formulant un vœu, celui-ci se réalisera. Cette atmosphère magique est devenue si célèbre qu'en 2014, un réalisateur japonais, tombé sous le charme du lieu, y tourna tout un film romantique. Depuis, l'endroit est devenu un passage obligé pour les couples venus du monde entier. Le tunnel change de visage au fil des saisons. En été, il se pare d'un vert profond et luxuriant. En automne, il se transforme en un couloir doré, incandescent d'ocre et d'orange. Et quand l'hiver s'installe, la neige en fait un palais blanc et figé. On surnomme parfois Lviv la petite Paris ou la petite Vienne de l'Europe de l'Est. Mais honnêtement, cette ville a une âme qui n'appartient qu'à elle. La première chose que l'on remarque, c'est son obsession pour les lions. Le nom même de Lviv signifie « ville des lions », en hommage à un prince nommé Lev. On en compte plus de 4500, sculptés sur les poignées de porte, les toits, les bancs des parcs. Aucun ne ressemble à un autre, et les traquer devient vite un jeu au fil de la promenade. Lviv est aussi la capitale du café en Ukraine, un héritage laissé par un certain Yuri Kulchitsky, qui contribua à populariser le café en Europe il y a plusieurs siècles. On y prend la chose tellement au sérieux qu'il existe même une mine à café, où l'on peut enfiler un casque de chantier et descendre sous terre pour découvrir, en théorie, d'où proviennent les précieux grains. Et pendant qu'on y est, on se laisse volontiers séduire par l'odeur du chocolat artisanal. Une autre obsession locale qui relève presque de la religion. C'est aussi ici, en 1853, que 2 pharmaciens inventèrent la toute première lampe à pétrole au monde. On peut d'ailleurs visiter un restaurant appelé Gasova Lampa, qui célèbre cette invention à travers des centaines de lampes anciennes toujours allumées. La vieille ville tout entière est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.
un mélange magnifique et un peu désordonné d'influences polonaises, autrichiennes, arméniennes et juives. Même le célèbre opéra est construit directement au-dessus d'une rivière, la Poldva, qui s'écoule dans un immense tunnel de briques, juste sous la Seine. Avant la guerre récente, Lviv vivait au rythme d'une fête culturelle permanente, avec plus de 100 festivals organisés chaque année, du jazz à la broderie traditionnelle. Même son cimetière, le Lychakivske, ressemble à un musée d'art à ciel ouvert, tant ses sculptures sont saisissantes. Descendons maintenant vers le sud, vers la perle de la mer Noire, qui ne ressemble en rien au reste de l'Ukraine. Odessa a une âme rebelle, un clin d'œil malicieux dans le regard. La ville repose sur un labyrinthe vertigineux de tunnels appelés les catacombes, qui s'étendent sur plus de 2500 km, bien plus long pour donner une idée que les célèbres catacombes de Rome ou de Paris. Ces galeries de calcaire obscures ont servi de refuge aux résistants durant la Seconde Guerre mondiale, et elles peuvent encore aujourd'hui engloutir quiconque s'y aventure sans guide. Le célèbre escalier Potemkin est une véritable illusion d'optique. Vu d'en bas, on ne voit qu'une interminable montée de marches, mais vu d'en haut, on ne distingue plus que des paliers plats, comme si l'escalier n'était en réalité qu'une longue pente lisse. Odessa se considère, non sans fierté, comme la capitale de l'humour du pays. Chaque 1er avril, toute la ville célèbre une fête immense appelée Humorina, avec défilés et déguisements. On y parle même une variante bien à part de la langue, l'odessite, un mélange savoureux et sarcastique de russe et de yiddish qui transforme chaque conversation en numéro de comédie. Cet esprit multiculturel remonte aux origines même de la ville. Fondée par une impératrice russe, elle eut pour premier maire un duc français, Richelieu, et fut bâtie par des architectes italiens et français. Ce mélange d'influences grecques, juives et arméniennes donne à son architecture des allures plus méditerranéennes que d'Europe de l'Est. Son joyau reste l'opéra, classé 2e plus bel opéra du monde après celui de Vienne, avec une acoustique si précise qu'un simple murmure sur scène porte jusqu'au dernier rang. On peut passer ses après-midi sur la rue Deribasivska, le cœur de la ville, baptisé en hommage à un officier espagnol, où se trouve la fameuse statue de la 12e chaise, tirée d'un célèbre roman satirique. Et pour ceux qui cherchent la fête, il y a Arcadia, l'Ibiza ukrainienne, où les clubs de plage résonnent jusqu'au lever du soleil. Et à travers tout cela, on croise les véritables maîtres des lieux, les chats. Ils sont partout, allongés sur les statues ou lovés dans les cours intérieures, choyés par des habitants qui les considèrent comme les gardiens porte-bonheur de cette belle ville portuaire. Remontons maintenant vers l'Est, car on ne peut pas dire connaître l'Ukraine sans avoir un jour ressenti le pouls de Kharkiv. C'est une ville en perpétuelle réinvention, où un passé industriel un peu rugueux se mêle à une énergie résolument électrique. Si Kiev est la grande sœur célèbre, Kharkiv, elle, ressemble à cette cadette brillante et un peu rebelle, toujours en train de préparer quelque chose de grand.
De 1919 à 1934, elle fut la capitale de l'Ukraine soviétique, et cette énergie de grande ville se ressent encore dans ses larges avenues et sur la place de la Liberté. Avec ses 12 hectares, c'est l'une des plus grandes places urbaines d'Europe, et vue depuis un avion, elle dessine exactement la forme d'une loupe géante. Juste à côté se dresse le Держпром, le tout premier gratte-ciel soviétique, achevé en 1928. Ce géant de béton, chef-d'œuvre du style constructiviste, est si robuste qu'il a survécu aux combats les plus violents de la Seconde Guerre mondiale. Mais Kharkiv, ce n'est pas seulement du béton ancien, c'est le cœur intellectuel du pays. Avec plus de 40 universités et 200 000 étudiants qui arpentent ses rues, c'est la véritable capitale étudiante de l'Ukraine. Cette réputation intellectuelle remonte loin dans le temps. C'est ici que des scientifiques réussirent, en 1932, à scinder l'atome de lithium pour la première fois. Ici aussi que furent conçus les légendaires chars T-34 et que la ville joua un rôle considérable dans le programme spatial soviétique. Mais quand on referme les livres, la ville révèle un autre visage, plus sauvage. Le marché de Barabatchovo est l'un des plus grands marchés à ciel ouvert de la planète, où l'on peut littéralement se perdre une journée entière. Pour se détendre, il y a le parc Gorki, une sorte de Disneyland ukrainien, avec sa grande roue imposante et ses jardins luxuriants. En s'y promenant, on peut tomber sur des curiosités inattendues, comme ce robinet flottant qui semble suspendu dans les airs, où cette statue est lancée de deux amoureux échangeant un baiser. On peut même se tenir précisément sur le 50e parallèle nord, marqué au sol par une ligne de laiton. Mais avant tout, Kharkiv est une ville d'acier. Après la résilience dont elle a fait preuve en 2022, elle a officiellement reçu, elle aussi, le titre de ville héros. Une ville qui est passée par le feu, mais qui refuse obstinément de cesser de rêver. Notre route nous mène maintenant vers un lieu bien différent, où l'on peut presque se demander à quoi ressemblerait le monde si l'humanité tout entière disparaissait du jour au lendemain. Il suffit, pour le savoir, de regarder Tchernobyl. Depuis 1986, ce coin d'Ukraine est devenu, malgré lui, une expérience grandeur nature de ce qui se passe quand la nature reprend ce que l'homme a construit. Beaucoup imaginent Tchernobyl comme une ville, mais la ville fantôme hantée qu'on voit sur les photos, c'est en réalité Pripyat. Construite en 1970, c'était un centre moderne et prospère, situé à seulement 3 km de la centrale, tandis que la petite ville de Tchernobyl, elle, se trouve à 15 km de là. La vision la plus poignante reste cette grande roue rouillée. Elle devait ouvrir pour les célébrations du 1er mai 1986, mais le réacteur explosa le 26 avril, 5 jours trop tôt seulement. Elle n'a jamais officiellement transporté un seul enfant. Pour contenir le poison, les ingénieurs ont construit en 2016 la nouvelle arche de confinement, la plus grande structure métallique mobile jamais construite sur Terre, plus haute que la Statue de la Liberté et plus longue que 2 terrains de football mis bout à bout. Elle recouvre le réacteur numéro 4, qui dissimule toujours en son sein le fameux pied d'éléphant. À l'époque,
S'attarder ne serait-ce que 300 secondes, soit 5 minutes, près de cette masse de lave radioactive, signifiait une mort certaine. Tout autour, la zone est un étrange mélange de mort et de vie. Il y a la forêt rouge, où les pins ont viré à une teinte rouille avant de mourir, foudroyés par la radiation. Mais au-delà de ces arbres morts, la zone d'exclusion est devenue un étrange jardin d'Éden. Sans chasseurs, sans construction humaine, loups, ours bruns, lynx et chevaux sauvages de Przewalski y prospèrent aujourd'hui. Plus étonnant encore, certains habitants ne sont jamais partis. Quelques centaines de femmes âgées, qu'on appelle les babouchkas ou samoseli, sont retournées en cachette dans leurs maisons ancestrales. Elles cultivent leurs propres légumes, boivent l'eau du coin, et beaucoup ont fini par vivre plus longtemps que ceux qui avaient choisi de s'installer dans des villes réputées sûres. Au fond des bois avoisinants se dresse également le radar Douga, un mur de métal immense, haut de 150 mètres et long de 700 mètres. Pendant la guerre froide, il émettait un bruit étrange sur les ondes radio du monde entier, ce qui lui valut le surnom de pic vert russe. Aujourd'hui, le tourisme sombre y est en plein essor, surtout depuis la série télévisée de 2019. On vient voir les salles de classe figées dans le temps, les crèches désertes remplies de poupées abandonnées. Mais la réalité reste dure. Les scientifiques affirment qu'il faudra encore attendre 20 000 ans avant que la vie humaine puisse s'y réinstaller sans danger. Dans toute l'histoire humaine, bien peu de nations ont connu une loi de survie aussi singulière que celle de l'Ukraine. À de nombreuses reprises, le monde a semblé sur le point de rayer ce pays de la carte. Et pourtant, l'Ukraine ressemble, en réalité, à une immense Vichyvanka. Chaque événement en est un point douloureux. Mais lorsqu'on prend du recul pour contempler l'ensemble, on découvre un motif d'une magnificence et d'une résilience à couper le souffle. L'Ukraine n'est pas une terre de tragédie. L'Ukraine est un champ de espoir qui ne s'éteint jamais. Et je me demande, en refermant ce voyage, si nous mesurons vraiment, nous qui n'avons jamais eu à choisir entre notre langue et notre survie, la valeur de ce que ce peuple a préservé envers et contre tout. Peut-être est-ce là, finalement, la vraie question à se poser en quittant cette terre noire et généreuse. Qu'est-ce que nous serions prêts, nous aussi, à défendre jusqu'au bout ?